Bonjour et bienvenue à Board Game Duel, le podcast de jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte, Sam, et je suis avec Vince. Donc, le concept de l'émission, c'est qu'à chaque épisode, on va avoir un thème différent, puis chacun de nous deux va vous amener un jeu en lien avec ce thème-là, puis on va argumenter à savoir qui a le meilleur jeu. Ça va être à vous de décider. Donc, pour notre épisode d'aujourd'hui, c'est quoi notre thème, Vincent? C'est placement de paquets. Donc, on va explorer des jeux avec des thématiques hybrides qui mélangent deck building, donc construction de paquets, où on va acheter des cartes pour se construire un deck qui va être adapté à notre stratégie. Et à côté, on a une thématique, on a une mécanique de placement d'ouvriers, worker placement, où on va utiliser des pions qu'on va mettre sur différentes cases pour effectuer des actions particulières. Ah, placement de paquet. Ça va être pour plus tard dans l'émission. Premièrement, on va, comme d'habitude, vous parler des jeux auxquels on a joué récemment. Donc récemment, Vincent, ensemble, on a joué à un jeu qui s'appelle Nouvelle-France, des éditions Jack Bro et de l'auteur Jacques-Dominique Landry. Fait que c'est un jeu québécois encore. Oui, c'est ça, Jack Bro, c'est une compagnie qui est basée en Beauce. Et ça fait quelques Kickstarter qui nous produisent, puis pour cela, ils sont vraiment dépassés, là. La production est super. Vous allez voir, j'ai mis des photos sur Instagram il y a un petit moment déjà. En gros, le jeu, c'est un jeu abstrait. On va construire des bâtiments en utilisant des gros blocs en bois, en 3 dimensions. Puis c'est ça, c'est vraiment des grosses pièces. J'ai le goût de dire chunky, je sais pas ce serait quoi le. C'est des grosses pièces, là. C'est quand même, ça a une grosse présence, là. Moi, j'avais l'impression de jouer à un Tetris en 3D. Ouais, c'est ça. Puis on n'a pas besoin d'une dextérité fine là, pour placer nos pièces parce que justement c'est des gros morceaux. Puis tu sais, ça sera pas un défi d'aller placer notre pièce dans le bon trou. Imposant, des pièces imposantes. Ouais, imposante, c'est bon ça. Puis c'est ça. Dans le fond, il va y avoir 3 bâtiments qu'on va collectivement essayer de construire. Et la twist, c'est que chacun de ces bâtiments-là, dans le fond, il va y avoir 3 étages. Ça pourra pas aller de plus que 3 étages. Puis il y a un plan qu'on doit suivre. Et à chacun des étages, ça va être une façon différente de compter les points. Puis, dans le fond, sur chacune des pièces, les pièces vont être de 4 couleurs différentes, qui sont les 4 couleurs des joueurs. Puis si on joue à moins de 4 joueurs, dans le fond, il y a des couleurs qu'on fait juste ignorer pour ce qui est de compter les points. Puis chacun des bâtiments, dans le fond, à chaque niveau, on va avoir une façon de compter les points qui va être différente. Fait que ça va être soit chaque pièce d'une couleur vaut 1 point, soit qu'elle vaut moins 1 point, ou soit qu'elle vaut 2 points. Puis chaque pièce, vu qu'elle a chacune des couleurs, il faut les placer de façon à maximiser les points qu'on fait, puis maximiser la perte de points des autres opposants. Oui, puis l'autre façon de faire des points, en fait, c'est de coller de nos pièces, faire des ensembles les plus gros possibles. Donc, il y a moyen d'aller essayer de bloquer les autres, parce que quand on voit qu'ils s'enlignent pour faire un gros ensemble de leurs couleurs, ben on peut aller placer une autre pièce qui comme brise cette chaîne-là, puis qui va les empêcher de faire un nombre immense de points, parce que dans le fond, chaque cube dans l'ensemble, au moment où on place notre pièce, vaut au moins 1 point. Fait que si on t'arrête pas, tu peux cascader dans le sens où tu fais un gros score, après ça, tu ragrandis ton ensemble, tu fais les mêmes points, plus les points supplémentaires que tu as ajoutés, fait que ça peut vraiment augmenter de façon exponentielle. Fait que c'est ça, on essaie de bloquer nos adversaires, les empêcher de faire ça, tout en nous essayant de se faire des gros ensembles, placer nos cubes sur les bons étages pour faire le plus de points possible. Fait qu'on a plusieurs conditions de points à gérer, si on veut. Ouais, dans le fond, il y a une autre twist, c'est qu'à des moments précis dans la partie, il va y avoir une chute de neige. Puis ça, quand c'est déclenché, on va compter l'étage le plus bas. Puis après, on va ajouter de la neige sur le plateau. Donc, on a des espèces de pièces en mousse qui s'imbriquent autour des buildings qu'on essaye de bâtir. Puis là, au moment où ça arrive, tout ce qui est en dessous de la neige, dans le fond, ne compte plus pour faire les points.
Donc, plus la partie avance, plus on est limité dans la façon qu'on peut aller compter des points. Puis encore une fois, la production est super belle, là. La neige, le jeu, il look vraiment, là, avec la neige autour des bâtiments puis tout, là. Oui, non, c'est vraiment un beau jeu. On voit qu'ils ont mis beaucoup d'efforts dans l'esthétique, dans la présentation. C'est le fun de voir, tu sais, les trois bâtiments, c'est ça, ensevelis sous la neige, puis de voir justement tous les cubes qui sont agencés. C'est vraiment un beau jeu. Ouais, puis malgré le fait que c'est un jeu assez abstrait, et je pense ils ont quand même bien amené la thématique, là, qui est vraiment de bâtir les premiers bâtiments de la Nouvelle-France. Donc on bâtit une église, un campement pour les militaires, puis un atelier. Puis aussi, chacune des pièces, là, dans le fond, ils ont toutes des formes différentes, puis ils ont toutes des noms qui sont des outils que les bâtisseurs ont utilisés à l'époque et tout ça, là. Puis sans rentrer dans les détails, on a aussi des personnages qui peuvent nous donner des petits pouvoirs au cours de la partie, là, puis qui représentent des coureurs des bois, des personnes des Premières Nations, des religieux. Fait que c'est ça, on a toute la thématique historique là, de la Nouvelle-France. Je pense que l'auteur, si je me trompe pas, est un historien. Il avait une vision pour ce jeu-là, puis tu sais, j'ai vu quelques entrevues avec lui, là, puis tu vois que c'est un passionné d'histoire et de jeu, puis que je trouve qu'il a bien réussi à marier ces deux passions avec Nouvelle-France de Jacques-Dominique Landry. Toi, Sam, à quoi d'autre est-ce que tu as joué récemment? Ben pour compléter mon challenge que j'avais parlé à la dernière émission, justement, je disais que je voulais jouer à 100 jeux dans mon année. Ben mon centième jeu, ça a été Underwater Cities. Oh, et by the way, pour ceux qui prennent les scores à la maison, j'ai réussi 100 jeux, au-dessus de 100 jeux au moins une fois, puis au moins 10 jeux 10 fois. J'ai quand même contribué à tout ça, là. Je me Oui, rappelle, il oui, y a un soir, il m'a dit bon, il faut que tu amènes Love Letter ce soir. Puis je fais comme OK. Puis là, il a fallu se clencher 4 games de Love Letter pour arriver à son 10-10, là. exact. Donc merci Vincent. J'en aurais pas pu le faire sans toi. Ça fait plaisir. Je suis là pour toi. Donc, Underwater Cities, un jeu de Vladimir Suchi, pas certain de la prononciation, et publié ici par les éditions Rio Grande Games. Donc, c'est un jeu avec une thématique un peu science-fiction. Puis en gros, c'est ça, c'est qu'on va avoir notre tableau personnel, on va commencer avec un dôme, une ville sous la mer, puis on essaye de développer notre réseau, puis de connecter nos dômes par des tunnels, puis tout ça, pour construire des villes, leur attacher des usines qui vont produire les différentes ressources, puis construire notre tableau de cartes pour se builder, se construire un petit engin, convertir des ressources en points, produire un maximum de ressources, puis tout ça. Puis la twist principale du jeu, en fait, c'est que les différents emplacements, parce que c'est un jeu, le principe de base, c'est le placement d'ouvriers. Donc, les différents emplacements où on va placer nos ouvriers, ils sont séparés en trois groupes de trois couleurs. Puis les cartes qu'on a dans les mains sont des mêmes couleurs correspondantes. Puis à chaque fois que je place un ouvrier, je dois jouer une carte. Puis si je place, dans le fond, si les couleurs matchent, c'est seulement là que je peux faire la portion qui est sur ma carte. Dans le fond, le bonus que cette carte-là me donne, si c'est une carte rouge, je dois aller sur un emplacement rouge pour prendre ce bonus-là. Puis la twist, c'est que dans le fond, il y a trois couleurs. Il y a une couleur d'emplacement qui sont vraiment meilleures que les autres, puis une qui est vraiment pire. Mais les cartes qui sont associées sont comme... Les meilleurs spots ont les moins bonnes cartes, et vice-versa. Pour essayer d'équilibrer un peu. C'est ça. Puis là, à toutes tes tours, tu te demandes tout le temps, est-ce que... Bon, là, j'ai juste des cartes oranges, faudrait que j'aille sur un spot orange. Est-ce que ça vaut la peine que j'aille sur un spot vert, mais que je fasse rien avec ma carte? Parce qu'on n'a pas une grosse main, là. Je pense qu'on a trois ou quatre cartes dans les mains à tout moment, donc... Autant que t'as de meeple, j'imagine. Ben non, parce que dans le fond, à chaque fois, tu repiges. À la fin de ton tour, tu repiges pour avoir trois cartes. Dans le fond, je place un ouvrier avec une carte. Après ça, je repige une autre carte, mais il me reste un ouvrier de moins. Ok, t'as tout. Ok. Mais t'as pas une grosse sélection à chaque fois, mais t'as tout le temps une sélection d'au moins trois. Ok. Puis c'est ça. Là, il y a différents... Tout pour construire les villes, produire des ressources, faut que tu construises des bâtiments qui sont attachés à tes villes. Faut que tu rattaches tes bâtiments à ton réseau, sinon ils font rien. T'es limité dans les où tu peux mettre ces usines-là. Il faut que ça soit relié à une ville. Puis là, t'as des bonus si t'as plusieurs bâtiments d'un même type reliés à une ville. Ils produisent plus. Donc, si t'en as au moins trois, ça va faire plus de ressources que si t'en as juste un ou deux.
mais aussi t'as des points pour avoir des différents. Fait que t'es comme toujours un peu tiraillé, qu'est-ce qui est le mieux, t'essaies d'optimiser tes affaires, de penser à long terme et d'être capable de jouer sur le court terme aussi avec les cartes que t'as, maximiser tes cartes avec les emplacements qui sont disponibles et tout ça. Est-ce que la carte est, dans le fond, la carte des emplacements, est-ce qu'elle est partagée à travers les joueurs ou chacun a ça? Chacun a son board personnel. Dans le fond, les trucs qui sont partagés, c'est vraiment les emplacements pour les ouvriers. Ça, c'est un plateau commun. Puis aussi, sur ce board-là, il y a des cartes qui valent des points à la fin de la partie. Puis ces cartes-là, dans le fond, c'est des emplacements en particulier qu'il faut aller pour les acheter. Puis un coup qu'on les a, ben c'est juste nous qui va faire ces points-là. Si on est capable de la placer en la jouant sur le bon emplacement. T'sais, si j'achète une carte rouge, il faut après ça que je prenne un autre tour pour jouer un emplacement rouge pour mettre cette carte-là dans mon tableau. Puis c'est seulement à ce moment-là que je vais faire des points avec. Fait que c'est un beau petit puzzle d'optimisation, de gestion de ressources, de décider quand est-ce que ça vaut la peine de jouer ta carte, comme maximiser l'interaction entre les couleurs des emplacements d'ouvriers puis les couleurs de cartes. Puis tes cartes que tu repioches puis que tu utilises pour placer tes ouvriers, c'est tout le temps les mêmes qui tournent ou c'est un paquet commun? Ouais, c'est un paquet commun, puis c'est ça qui est cool, puis je trouve, c'est qu'il est divisé en 3 phases. Fait que dans le fond, au début du jeu, c'est des cartes qui sont un peu moins bonnes. Puis après ça, un moment donné, après un certain nombre de tours, tu tombes en phase 2. T'as des cartes un peu meilleures. Puis en phase 3, à la fin, t'as vraiment des meilleures cartes. Puis c'est ça. Le jeu se joue en solo aussi. Je l'ai pas essayé en ce mode-là, mais apparemment qu'il est bien. Donc, par les temps qui courent, c'est peut-être un avantage, malheureusement. Ouais, avec les couvre-feux et tout, c'est le fun de pouvoir jouer à ces jeux même si on peut pas voir ses amis. Alors voilà, c'était Underwater Cities de Vladimir Suchy et des éditions Rio Grande Games. En parlant de pas pouvoir jouer à des jeux en personne, présentement, moi et Sam, on a une partie de Gloomhaven, Jaws of the Lion qu'on joue avec un de nos amis qui est outre-mer. Puis ça va être le troisième jeu dont on va discuter aujourd'hui d'entrée de jeu. Donc, Gloomhaven, Jaws of the Lion, qui, comme le nom le dit, dans le fond, est fait par le même concepteur que Gloomhaven. Isaac Childress et les éditions Cephalofair Games. C'est comme Gloomhaven, sauf que on a un jeu qui est un peu plus petit en termes d'investissement, que ce soit en termes de temps puis en termes financiers aussi. Et le jeu se veut aussi plus facile d'introduction, dans le sens où on a les premiers scénarios qui sont vraiment comme un tutoriel, où les mécaniques du jeu vont s'ajouter progressivement. On va avoir des explications sur les cartes qui vont nous dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Fait qu'on a une entrée en bouche beaucoup plus aisée. Ouais, c'est plus facile d'apprendre le jeu comme ça. Moi, c'est comme ça que je l'avais fait. Là. J'avais fait la campagne Jaws of the Lion au complet une fois avec ma copine l'année dernière. Puis après ça, on s'est lancé dans la grosse boîte de Gloomhaven. Vraiment, elle a dit que ça a vraiment facilité son apprentissage du jeu. Puis ça a fait qu'elle a plus apprécié aussi parce que justement, t'es un peu pris par la main au début. Tandis que l'autre, t'es vraiment... tu vas apprendre à nager en te faisant pitcher dans le creux, là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est beaucoup d'informations à digérer d'un coup. C'est facile de faire des erreurs. C'est pas un jeu qui se veut si complexe que ça, mais c'est que d'un coup, c'est rough. C'est ça. Puis en plus, ils ont trimé certains éléments du jeu, là. Il n'y a plus d'histoire de retirer son personnage puis en partir un autre. Coupe d'affaires de moins aussi, là. Il n'y a pas D'invisibilité, je pense. d'invisibilité, d'invocation. Donc moins de trucs, tous les trucs sont un peu plus fiddly, qui amènent des codes règles un peu pointus. Il y en a moins dans Jaws of the Lion, donc c'est plus facile justement d'apprendre avec ça puis de maîtriser le système puis après ça facile de transférer ça à son grand frère. Et nous, on utilise la plateforme Tabletop Simulator pour jouer au jeu. On utilise, dans le fond, un mode où tout est déjà scripté. Fait que c'est facile de le prendre en main puis de juste cliquer. On n'a pas besoin de faire la mise en place manuellement comme avec d'autres modes qui sont dont le développement était moins poussé. Ouais, le mode est vraiment super bien fait, là. Il gère un peu l'expérience puis l'or qu'on gagne à chaque fois. C'est facile de setter les scénarios, on paye sur un bouton, ça se fait tout seul. D'enlever puis de placer les nouveaux ennemis, c'est super facile. Vraiment, s'il fallait tout faire ça à main, ça serait vraiment
plus compliqué de jouer. Là. Puis c'est ça, moi c'est un jeu que j'adore, là, comme j'ai dit tantôt, j'ai déjà fait la campagne une fois, puis là je le refais une deuxième fois, puis ça me fait vraiment plaisir. J'étais content de faire découvrir ce jeu-là à Vincent puis notre ami Martin, qui d'ailleurs, après qu'on ait commencé cette campagne de Jaws of the Lion, s'est acheté la grosse boîte de Gloomhaven. Puis c'est ça, pour ceux qui sont pas familiers avec le jeu, là, la grosse mécanique intéressante, c'est qu'à chaque tour, on va jouer 2 cartes, puis qui sont séparées, il y a un haut de carte et un bas de carte. On va choisir l'action du haut d'une des 2 cartes et l'action du bas de l'autre. Le bas, souvent, ça va être de se déplacer et autre chose. Et le haut, ça va souvent être attaquer et autre chose. Puis c'est vraiment d'optimiser nos dommages, nos déplacements, de se coordonner avec les coéquipiers, de s'ajuster quand ils font des affaires qu'on s'attendait pas. Parce qu'on a le droit de planifier le tour un peu au début, mais il faut rester flou dans... On peut pas dire exactement qu'est-ce qu'on va faire, puis où, puis comment de dommages. Puis, mais on peut dire, ah ben tu sais, si tu me laisses cet ennemi-là, je peux m'en occuper, ou j'aurais besoin d'aide ici. Je vais jouer moyen vite. Je vais jouer relativement plus ou moins pas vite. Essaye d'être plus rapide. Ouais, c'est ça. Fait qu'on essaie de se coordonner en restant vague, ou on pourrait aussi décider de... Dire les chiffres direct. Mais ça rendrait le jeu un peu trop facile, je pense. Mais tu sais, il y a moyen, le niveau de difficulté est ajustable. Fait qu'on peut, dans le fond, le niveau de difficulté du scénario dépend du niveau de nos personnages, mais on peut l'augmenter ou le diminuer si on trouve que c'est trop facile ou trop difficile. C'est ça. Puis c'est bien, je trouve que c'est quand même bien balancé là, au niveau de la difficulté. Là. Pour l'instant, on n'a pas perdu de scénario, mais on a passé proche plusieurs fois. Oui, c'est ça. Vraiment un super jeu là, si vous êtes comme moi j'étais, tu sais, je l'avais entendu parler souvent, j'étais un peu je sais pas trop si je vais aimer ça ou si je veux me lancer, tu sais, ça coûte cher le gros Gloomhaven pis tout ça, mais pour commencer le Jaws of the Lion, essayez-le. Si vous êtes le moindrement intéressé, là, je pense que ça vaut la peine de l'essayer. Puis, tu sais, ça dit que c'est Legacy, là, mais c'est super facile de le revendre après parce que le seul portion Legacy, là, c'est qu'on colle des collants sur une carte. Là, puis on peut même ne pas le faire. Cette carte-là, au final, on l'utilise pas tant non plus. C'est juste une carte de la ville qui dit où est-ce qu'on va pour faire quoi, mais tu sais, c'est... C'est plus une façon de suivre quel scénario on a fait. C'est ça, mais tu sais, on peut prendre une feuille de papier puis dire j'ai fait le scénario 1 puis le barrer un coup qui est fait, puis quand il y en a qui ouvrent, on les écrit, puis quand on les fait, on les barre, puis ça fait pareil. Ouais. Fait que c'est pas tant Legacy. C'est ça. Donc voilà pour Gloomhaven, Jaws of the Lion de Isaac Childress et Cephalofair Games. Avant de passer au duel, on aurait une petite annonce à faire. On vous avait dit au dernier épisode qu'on vous préparait de quoi de gros pour 2022. Puis là, par le temps que cet épisode-là va être publié, on va avoir lancé notre groupe Discord. Donc Discord, pour ceux qui sont pas familiers, c'est un genre de... Plateforme de communication. Ouais. Fait qu'en gros, ça va être divisé en différents salons qui vont chacun avoir leur sujet de discussion, si on veut. Il y a des salons qui sont vocaux, il y a des salons qui sont textuels. Fait que vous pouvez venir jaser avec nous, discuter du jeu, discuter des épisodes à mesure qu'ils sortent, nous dire pour qui vous votez après avoir écouté l'épisode, ce genre de trucs-là. Donc, on va mettre le lien dans les notes du show, puis sinon, on va poster ça aussi sur Facebook, Instagram, bref, tous nos médias sociaux. Allez voir là, vous allez trouver le lien pour rejoindre notre Discord, puis venez nous jaser. On n'est pas méchants. On mord pas. Sauf dans les duels. Ouais. Parce que là, on le sait déjà aussi que c'est moi qui va gagner. Parce que, donc, pour en revenir au plat de résistance, le duel, donc pour rappeler la thématique, c'est placement de paquets. Donc, combinaison, ça te fait rire, hein, ça? Donc, mécanique, deck building et placement d'ouvriers. Donc, je vais commencer. Je vais défendre le jeu Dune Imperium. Et moi, de mon côté, je vais vous parler de Viscounts of the West Kingdom ou les Vicomtes du Royaume de l'Ouest. On voit déjà, au niveau technologique, il y en a un qui est plus avancé que l'autre. Ouais, mais... Même en gardant une espèce de système semi-féodal. Je pense pas que ça influence vraiment la qualité du jeu, mais bon.
Fait que je vais commencer. Donc, Dune Imperium, qui a été designé par Paul Dennen, illustré par Clay Brooks, Raoul Ramos et Nate Storm. Je tiens à les féliciter parce que le jeu est vraiment, vraiment très beau. L'esthétique du jeu est grandement inspirée du film de Denis Villeneuve, qui est, ma foi, excellent. Puis il respecte vraiment, on reconnaît les personnages, les acteurs du film. Il y a aussi une version maintenant améliorée aussi qui est sortie parce qu'il y a plusieurs composantes qui sont des composantes en bois, des petits cubes, des petits trucs comme ça. Leur éditeur Direwolf a récemment annoncé qu'il va avoir aussi une version améliorée des composantes pour avoir des petites figurines, des petits cubes. Oh, on va rajouter du bling. Ouais, c'est à peu près ça, là. Plus de poudre aux yeux. Un peu. Mais on n'en a pas besoin pour jouer, puis même si c'est des cubes en bois, moi ça me choque pas. J'aime ça les cubes en bois. Non, c'est super fonctionnel. Donc, pour gagner à Dune, il faut contrôler l'épice, parce que ceux qui contrôlent l'épice contrôlent l'univers. Et donc, pour contrôler l'épice, il faut contrôler la planète Arrakis, qui est la seule source de l'épice dans l'univers. Donc, il faut user de diplomatie avec les différentes factions qui contrôlent Arrakis pour finalement en sortir vainqueur. Le jeu va être assez fidèle aussi au niveau de sa thématique puis des factions, dans le sens où il y a une faction Fremen, il y a une faction Bene Gesserit, il y a une faction de la Guilde spatiale, il y a la faction de l'Empereur. Puis chacun va avoir justement des actions qui sont en lien avec qu'est-ce qu'ils font vraiment dans la mythologie de Dune. Fait, les Fremen ont des pouvoirs plus militaires, Bene Gesserit, c'est des trucs plus mystérieux, des cartes intrigues, des pouvoirs surprises. La guilde puis ainsi de suite. Je t'arrête 2 secondes parce que t'es plus un fan de Dune que moi, puis je sens que toi ça te parle toutes ces choses-là. Peut-être qu'il y en a dans nos auditeurs qui, comme moi, ont pas vu le film, ont pas lu les livres, puis que tu sais les Bene Gesserit puis les Fremen, c'est juste des mots qui sonnent un peu bizarres. C'est pas trop intimidant quand on se lance dans le jeu, même si on connaît pas la propriété intellectuelle. Là. C'est clairement expliqué, défini. Là. Chaque faction a comme sa couleur, puis là, sur les cartes, sur les emplacements les emplacements d'ouvriers qu'on peut aller placer nos ouvriers. C'est quand même assez clair. Puis tu sais, oui, c'est vrai que thématiquement ça fit. Là. On a joué avec quelqu'un qui était un fan des films aussi, puis qui à chaque fois qu'une carte sortait, t'es comme ah oui tel personnage, ah oui c'est normal qu'il fasse tel effet, puis comme tu sais c'est vraiment cool puis tout ça. Puis tu sais si tu connais pas ça, tu peux quand même apprécier le jeu. Peut-être un peu moins, mais tu sais, c'est quand même bien fait. Ouais. Je vais te donner ça. Ah, Puis c'est ça. Puis la mécanique de base, c'est d'abord, c'est ça, placement d'ouvriers, dans le sens où on va avoir nos agents qu'on peut placer sur différents emplacements, puis quand on va le placer, notre agent sur un emplacement, on va récupérer les ressources qui sont indiquées. Fait qu'on on peut ramasser de l'argent sous la forme de solari, on peut aller chercher de l'épice, de l'eau. Fait que puis on peut justement envoyer nos agents aller influencer, aller faire de la diplomatie avec une des factions. Et ce qui détermine où on peut aller, c'est les cartes qu'on a en main. Donc, on a une main de 5 cartes sur lesquelles, et sur chacune des cartes, on a des symboles qui nous disent sur quelle case on peut envoyer nos agents en utilisant cette carte. Donc, on place notre agent, on place notre carte. On fait aussi des effets supplémentaires. Des fois, il y a des cartes qui vont dire que quand on l'utilise pour placer un agent, on a un effet de plus. Ça peut être aller chercher des ressources de plus. Ça peut être déployer des unités. Ça peut être utiliser notre capacité spéciale parce que chaque joueur a aussi un leader qui a des habilités qui sont particulières, une habilité qui est passive, qui est tout le temps effet, et une habilité active qui se fait quand on joue une carte avec le symbole qui les active. Puis là, tout le monde va jouer justement ses agents. Et une fois qu'on n'a plus d'agents, ou même avant, si on en ressent le besoin, on peut faire un tour, on appelle ça le reveal turn, où on prend le reste de notre main, on la révèle, puis là, on effectue d'autres actions qui sont sur le bas des cartes. Puis là, ça nous permet d'accumuler de la persuasion pour acheter des nouvelles cartes, ou donner des forces supplémentaires à nos forces en conflit. Je trouve que c'est vraiment le point fort du jeu, là, que chaque carte, dans le fond, va potentiellement avoir un effet pour placer les ouvriers, puis limiter où est-ce qu'on peut placer nos ouvriers, puis aussi un effet pour le bas qu'on utilise après avoir placé tous nos ouvriers. Donc, c'est tout le temps, on est tiraillé un peu. Quand est-ce que je vais jouer cette carte-là? Là, j'ai besoin d'aller à ce spot-là.
mais je veux vraiment avoir l'effet en bas, fait que y a-t-il un moyen que j'y aille autrement? Puis c'est là que le cœur des décisions intéressantes vont être. C'est ça. Puis on a aussi, tu sais, le fait que, vu que c'est un placement d'ouvrier, si quelqu'un est allé à l'endroit où tu voulais aller, il faut que tu sois en mesure de changer un peu ta stratégie parce que ça se peut que ton emplacement soit pris. Fait que là, justement, ça t'aide dans ton tiraillement à est-ce que j'utilise cette carte-là pour placer mon ouvrier ou pour faire le pouvoir de révélation de la main. À toutes les fins de round, on a aussi un conflit. On peut recruter des armées pour les envoyer se battre à la fin du round, puis tout le monde se bat pour des récompenses. Au début de chaque tour, dans le fond, il y a des récompenses qui sont révélées, puis là, on sait qu'est-ce qu'il va y avoir pour le premier, le deuxième et le troisième qui est impliqué dans le conflit. Fait que c'est là pendant le round, on décide est-ce qu'on veut se commettre pour gagner ces récompenses-là ou est-ce qu'on veut garder nos forces pour plus tard. C'est ça. Il y a une escalade, dans le fond, des récompenses, dans le sens où les récompenses vont être plus intéressantes en fin de partie, mais en même temps, d'avoir certaines récompenses en début de partie peut te donner un avantage pour la suite. Fait qu'il faut aussi gérer cet aspect-là. Il y a aussi les tracks d'influence avec les différentes factions. Ah oui, c'est ça. Puis oui, comme je disais tantôt, aussi la diplomatie avec les différentes factions est importante, dans le sens où quand on améliore notre réputation avec les factions, on va avoir des récompenses. C'est aussi la forme principale de points dans la partie. C'est qu'à mesure qu'on améliore notre relation avec une des factions, on va avoir des points. Puis il y a juste une personne qui peut à la fin avoir l'alliance avec cette faction-là. Fait qu'à un certain moment, il y a comme une espèce de combat à savoir qui va avoir la meilleure réputation pour garder le point. C'est un point qui peut se promener de joueur en joueur. Il faut garder l'œil sur les autres joueurs à ce niveau-là. Puis c'est bien parce que la façon de monter sur ces influences-là, en fait, c'est aussi des emplacements d'ouvriers qui ont des pouvoirs qui sont plus difficiles à aller atteindre parce qu'il y a moins de cartes qui ont ces symboles-là. Au début de la partie, ouais, on a juste 2 cartes pour aller là. Puis chaque faction a 2 emplacements. Un qui est gratuit, qui donne une petite récompense, puis un qui peut coûter très cher, mais qui donne aussi des gros avantages. Mais qui est inaccessible en début de partie parce qu'on n'a généralement pas les ressources pour pouvoir y aller. Fait que j'ai parlé beaucoup un peu de l'aspect placement d'ouvriers, mais il y a aussi l'aspect, c'est ça, deck building, où justement, à la fin de son tour de révélation, on va pouvoir aller magasiner des cartes. On a toujours un choix de 5 cartes qui sont à vendre. On a aussi 2 cartes qui sont toujours accessibles pendant la partie. Et on peut utiliser nos valeurs de persuasion pour aller chercher les différentes cartes. Certaines cartes vont aussi nous donner des bonus dès qu'on l'achète. On a une carte qui donne un point, on a des cartes qui vont jouer avec l'influence, avec les différentes factions. Puis on a des cartes qui sont, c'est ça, plus ou moins fortes, qui coûtent plus ou moins cher, puis qui vont avoir des impacts soit justement en conflit, en influence ou en ressources. Ouais, moi c'est un aspect que j'allais dire que j'ai un peu moins aimé du jeu parce que tu sais le marché il est tournant. C'est dur de prévoir qu'est-ce qui va être disponible à ton tour parce que si tu joues en dernier, tu sais, les autres vont pouvoir acheter avant toi, tu sais pas trop qu'est-ce qui va être là. En même temps, c'est vrai que tu peux décider de passer plus vite puis comme abandonner tes ouvriers, mais ça vaut-tu vraiment? En tout cas, Ça dépend. Ça dépend ça peut vraiment valoir la peine s'il y a une vraiment bonne carte. Mais c'est ça, c'est qu'il n'y a pas d'autre façon de jouer que lors du tour. Tu sais, lors du tour, Il est défini au début. il Oui. promène souvent les placements d'ouvriers, on va avoir un spot qu'on peut aller, puis on devient le premier joueur en allant là. Mais là, il n'y en a pas dans ce jeu-là. Non, c'est ça. Le premier joueur va tourner à la fin du round. Fait que oui, ça, on n'a pas le contrôle sur l'ordre du tour. Puis étant donné que c'est pas un nombre fixe de tours, Il y a une limite maximale. ouais, Il y a une limite maximale, mais c'est vrai que la partie peut se finir plus tôt si quelqu'un réussit à accumuler 10 points de victoire avant que la dernière carte conflit soit tirée. fait que c'est ça, ça peut être un avantage de commencer au début. Ça peut être un avantage au début peut-être, mais en même temps, il va être assez mitigé dans le sens où tu pourras pas acheter les grosses cartes au début parce qu'on n'aura pas assez de persuasion. À moins que tu décides de dire, bon ben, all-in, j'achète la plus grosse carte que je peux avec ma main, mais dans ce cas-là, c'est si on ne joue pas d'agent. Ouais, c'est vrai. Le choix des cartes aussi dans le magasin peut être influencé avec ce qu'on a déjà dans notre paquet, dans le sens où on a des cartes qui vont se faire avoir des synergies entre elles.
ou qui vont avoir des effets plus forts si on a une meilleure réputation avec une faction ou une autre. Fait qu'il y a ça aussi qui va rentrer en jeu dans notre choix de cartes. Finalement, je vais parler aussi du mode solo, du mode 2 joueurs. En fait, le jeu, à la base, est d'abord adapté pour jouer à 3 et 4 joueurs. Mais il y a un mode 2 joueurs, un mode solo, qui implique l'utilisation d'automates. L'automate, dans le fond, peut être géré soit par un paquet de cartes qui vient avec le jeu, qui est moins bon, je dirais, que l'application qui permet de faire la même chose, mais qui va ajouter une dynamique de plus. C'est que si on joue avec l'automate avec le paquet de cartes qui est fourni dans le jeu, le magasin ne va jamais changer. Si on joue à un joueur, ben ça fait qu'on a toujours les mêmes cartes à acheter. Si on joue à 2 joueurs, là, au moins, il y a une petite rotation supplémentaire. Mais avec l'application, dans le fond, une fois de temps en temps, il y a 2 cartes qui vont sauter du magasin pour faire un certain rafraîchissement. Ouais, puis c'est ça, dans le fond, les automas, ils interagissent pas du tout avec cet aspect-là du jeu, là. Ils font juste placer des ouvriers sur le plateau, mais ils ont pas de deck de cartes, puis ils achètent pas de cartes, puis ils jouent pas avec les cartes. C'est ça. Fait que eux autres, ils ont. Ça change beaucoup la dynamique, par contre, avec des vrais joueurs, parce qu'eux autres ne payent pas non plus les coûts pour aller sur les emplacements. Fait qu'en début de partie, ils peuvent aller sur les gros emplacements. Il y en a un, c'est tu gagnes 5 armées, tu gagnes 2 dos. Mais les autres, ils peuvent y aller directement au début de la partie, alors qu'un joueur normal peut pas se payer cet emplacement-là parce qu'il coûte comme 6 épices, ce qui est impossible à faire en un tour au début de la partie. Les automas, eux autres, ils peuvent y aller. Fait que ça change beaucoup la stratégie parce qu'il faut que tu joues avec le fait que les emplacements qui coûtent cher vont être utilisés vraiment tôt. Fait que généralement, ça fait un peu... les premiers tours, en tout cas, ce qui m'est arrivé, c'est que les automas partaient, puis ils accumulent des points de façon assez linéaire. Dans le fond, à chaque tour, ils font 1 ou 2 points. Puis moi, pendant ce temps-là, je suis à un départ plus lent. Mais après ça, à la fin, il faut vraiment faire des points de façon expansive. Capable d'exploser, puis de les dépasser. De les dépasser ou de les rattraper, là. Ma première victoire contre les automas, ça a été avec l'automa le plus facile sur le bris d'égalité. C'était pas glorieux, mais c'était quand même une victoire. On va l'apprendre. Donc, je pense que ça fait le tour pas mal. Ben, il y a un aspect que t'as pas parlé, puis qui, moi, m'a un peu dérangé dans la partie qu'on a jouée, c'est les cartes... Les cartes intrigues. Les cartes intrigues, c'est ça, que tu gagnes avec certains emplacements, là, sont quand même assez difficiles à aller chercher, mais... Ouais, ben, il y en a qui sont plus faciles, mais qui sont aussi plus populaires parce que t'as plus que souvent c'est pas juste une carte intrigue que tu vas gagner, c'est une carte intrigue puis une armée, une carte intrigue puis une autre affaire. Fait que ça fait des emplacements assez prisés. Ouais. Puis t'en as qui, des fois t'en reçois aussi avec les récompenses de bataille là, de fin de ronde. Mais c'est pas tant la façon de les gagner qui m'a dérangé, c'est plus tout le hasard de tout ça, parce que c'est ça. Puis ils sont pas, comme tu dis, la puissance n'est pas égale, là. T'en as qui peuvent être genre gagne 2 ressources, puis t'en as d'autres que c'est genre ah ben finalement tu te retires d'une bataille puis tu reprends toutes tes queues parce que tu le sais que tu vas perdre de toute façon puis tu vas pouvoir les garder pour le prochain tour, ou de manière totalement inattendue tu rajoutes plein de cubes dans la bataille alors que t'étais même pas supposé être capable de te battre en premier lieu. C'est vrai qu'ils sont... Ou comme ça nous est arrivé, genre, à la fin de la partie, je joue ça, puis là, regardons ça, c'est moi qui gagne le tiebreaker maintenant parce que j'ai eu 10 ressources random d'un coup comme ça. Ouais, mais cette carte-là, elle avait, tu sais, en tant que telle, sinon, elle est pas super utile. T'sais, là, elle a été utile pour moi parce j'ai été capable de mener l'égalité. Là. Ouais, mais c'est ça, moi j'avais tout calculé, je me disais, je mets fin à la partie, ce tour-ci. Vince va peut-être être capable de me rattraper au niveau des points, mais on devrait être égal. C'est moi qui ai le tiebreaker, fait que je suis correct, tu sais, je peux me permettre de finir la partie maintenant, puis je devrais gagner. Puis là, c'est ça, je savais même pas qu'il y avait des cartes que tu jouais en fin de partie. J'en ai pas vu pendant la partie, des cartes comme ça. Je te l'avais pas dit? Peut-être que tu l'avais mentionné, puis que j'ai pas retenu, parce que souvent, tu te fais montrer un jeu, il y a beaucoup d'informations au début, tu peux pas tout le temps te rappeler de tout, là. Ça m'est arrivé souvent de montrer un jeu, puis de dire quelque chose pendant l'explication, puis après ça, quand ça arrive, 3-4 tours plus tard, hey, tu nous as jamais dit que c'était comme ça. Puis je suis comme, ben oui, je l'ai dit. Bon, fait que, oui, peut-être que tu l'avais dit, puis que c'est de ma faute, que j'aurais dû le savoir. Mais bref, j'ai été un peu surpris par cette carte-là. Fait que finalement, c'est ça, j'ai fini deuxième au lieu de gagner. Ouais. Mais c'est vrai que les cartes intrigues, ils peuvent vraiment faire pencher la balance d'un bord ou de l'autre. C'est
c'est des cartes un peu... c'est des cartes surprises, dans le fond. C'est que quand t'en pioches une, tu sais pas si ça va être bon ou pas bon. Puis quand tu vas la jouer, tu sais, ça peut vraiment changer l'issue de... Ça peut changer l'issue de la game. Ben, j'aime l'aspect psychologique que c'est comme quand t'as les as dans les mains, pis tu rentres dans une bataille ou que tu t'en vas quelque part, t'es en compétition avec quelqu'un, tu sais, l'autre il sait que t'as des cartes dans les mains, vas-tu les utiliser ou pas? Parce que tu sais, pendant le conflit, on y va dans l'ordre de tour, est-ce que quelqu'un veut jouer une carte, puis là tu peux passer, puis là si quelqu'un d'autre joue une carte, tu peux que ça revient à toi, tu peux en remettre un autre. Tu sais, tout cet aspect de mind game là, j'aimais bien, mais tu sais, ça serait vraiment cool si toutes les cartes Était équilibré. à peu près égales, tu sais. Il pourrait y en avoir qui sont plus situationnels ou quelque chose, là, mais tu sais, C'est vrai qu'à un moment donné, il y a un point, il y a un niveau dans la partie où prendre 2 Solari, ça vaut c'est rien, pas, là. c'est pas optimal. Ouais, ça sert pas. Ça peut aider parce que, tu sais, il y a des places qu'il faut que tu payes des solaris pour aller, mais come on. Fait que ouais, c'est ce que j'ai trouvé qui était le plus gros défaut du jeu, en fait, c'est ça. C'était le deck de cartes d'intrigue. Ouais. Mais sinon, c'est quand même un jeu, moi, que j'ai bien aimé, là. J'aime l'aspect que tu peux justement construire ton deck puis jouer avec les cartes beaucoup. Tu sais, j'ai eu plusieurs tours où justement j'ai pu faire des combinaisons de cartes qui faisaient des pouvoirs plus forts, qui m'a donné certains avantages à certains tours, là. C'est sûr Ouais, que ben, c'est assez classique au deck building, là, les cartes qui font des combos ensemble, d'identifier les cartes qui vont bien fitter dans notre deck, de savoir quand acheter les cartes, quand en acheter, quand pas en acheter pour pas diluer notre deck. Ça, je pense que le jeu réinvente pas la roue là-dessus, mais il le fait quand même bien. Donc, si c'est un style de jeu que vous aimez, vous allez aimer ce jeu-là. Là. comme je disais, en tout cas, si vous aimez l'univers Dune, c'est assez fidèle, puis c'est un bon point, c'est un bon jeu. Fait que je pense que ça fait le tour de Dune Imperium. Maintenant, Sam, on peut aller dans ton Moyen Âge puis essayer de nous vendre le tien. Ouais, ben c'est sûr que niveau thématique, il y a pas bien plus générique comme construire des villes ou des trucs au Moyen Âge, là. Ça, je te l'accorde. Là. Niveau thème, je vais pas aller chercher des points avec ça pour Vicomte. Mais, moi, j'aime mieux me baser sur les mécaniques et l'originalité du jeu en tant que tel, plutôt que l'originalité de son thème. Parce que de toute façon, c'est pas tous les thèmes qui rejoignent tout le monde. Là. Celui-là, au moins, tu sais, il est générique, mais il est pas offensant pour personne. Dans Vicomte, c'est un jeu de deck building, mais c'est pas la mécanique habituelle de genre je pige 5 cartes au début de mon tour, j'y joue toutes, puis après ça, celle que j'ai pas jouée, j'ai défausse, puis je repige une nouvelle main. C'est qu'on va avoir chacun un tableau personnel qui va pouvoir contenir jusqu'à 3 cartes. Puis là, au début de notre tour, on va ajouter une carte à ce tableau-là, puis ça va pousser toutes les autres vers la fin, puis celle qui est au bout, dans le fond, on va débarquer de notre tableau, puis elle va aller dans notre défausse. Fait que, à partir du troisième tour de jeu, ben, on va toujours avoir constamment 3 cartes dans notre tableau. Puis ces cartes-là vont avoir plusieurs effets possibles. Fait que dans le fond, il va y avoir des icônes dessus. Il y a 5 types d'icônes, une qui est une frime, là, mais 4 autres types d'icônes qui vont nous aider à faire les 4 différentes actions principales du jeu. Puis ils vont aussi avoir un effet, soit au moment où ils entrent dans notre tableau, au moment où ils tombent dans notre tableau, ou au... Quand il y a un certain événement qui se produit. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est un ongoing effect. Tant qu'elle est sur notre tableau, si on fait telle action ou si tel événement arrive, on a un bonus quelconque. Fait que ça, c'est le premier aspect du jeu. Première chose qu'on fait à notre tour, on place une carte dans notre tableau, on change un peu notre capacité à faire les différentes actions. Après ça, le tableau principal, en fait, il y a comme un château dans le milieu qui va être là où on va pouvoir placer des ouvriers. Puis autour de ce château-là, il va y avoir une espèce de rondelle, là, de rondelle, donc plusieurs emplacements d'actions possibles. Puis on va avoir un vicomte, là, qui est un espèce de meeple de cheval avec notre porte-étendard dessus, là, qui va se promener sur les différents emplacements du plateau. Puis dans le fond, il y a comme deux cercles. Il y a un cercle intérieur qui permet de faire deux types d'actions, puis un cercle extérieur qui permet de faire deux autres types d'actions. Puis associé à chacun de ces emplacements-là, il y a aussi des decks de cartes. Puis ces cartes-là, on peut soit les payer un petit coup pour les trasher, puis avoir un petit bonus immédiat, et
utiliser les symboles qui sont dessus pour booster l'action qu'on veut faire. Ou on peut payer aussi pour les ajouter à notre... À notre défausse, puis comme construire notre deck. Puis, mais quand on fait ça, on a aussi le bonus pour les qu'on a en les jetant. Fait que première chose que je fais, je rajoute une carte à mon tableau. Ça va déterminer de combien de cases mon vicomte peut avancer. Je peux payer des pièces pour avancer plus si j'ai besoin de me rendre à un emplacement bien précis. On tourne toujours dans le même sens, on peut pas revenir en arrière, mais on peut avancer aussi loin qu'on veut en avant si on a les ressources nécessaires. Puis on peut aussi passer du cercle extérieur au cercle intérieur, mais juste à certains endroits. Dans le fond, il y a un sens qui est déterminé où... Ouais. Puis on peut aussi zigzaguer parce qu'il faut toujours se déplacer au moins du nombre qui est indiqué sur la carte qu'on joue. Donc on peut zigzaguer pour perdre des mouvements. c'est ça, faire un détour pour arriver au même endroit qu'on veut finalement. Fait que là, je fais ça, je choisis l'action que je veux faire. Fait que sur l'extérieur, je peux soit utiliser les différents symboles que j'ai pour acheter des ressources, donc faire du commerce pour aller acheter les différentes ressources qui servent à faire toutes les autres actions. Ou je peux bâtir des bâtiments, donc dépenser des pierres pour placer des bâtiments sur la bordure externe du plateau. Ça va avoir deux effets. Un, ça va libérer des emplacements sur mon plateau personnel qui vont me donner des bonus de plus quand je fais certaines actions. Qui vont me permettre de me déplacer plus loin avec mon bonhomme, qui vont réduire les coûts des autres actions, etc. Puis aussi, au moment de placer le bâtiment, ben, ça prend un spot là, donc les autres peuvent pas venir bâtir là, puis ça me donne le bonus qui est indiqué sur cet emplacement-là. Donc, si on construit 2 bâtiments adjacents, ça nous donne un bonus supplémentaire. c'est ça. Si tu complètes, dans le fond, le duo. La chaîne entre les deux. Puis si c'est deux joueurs différents, ben les deux vont avoir le bonus à ce moment-là. Fait que c'est un des petits points d'interaction dans le jeu, là, c'est d'aller bâtir les bâtiments puis de se placer comme ça. Là. Il y a une petite compétition pour ça. Une autre action qu'on peut faire, c'est aller placer nos meeples dans le château. Donc pour ça, il faut être sur la bordure interne, il faut payer un autre type de ressources. Puis là, la twist, c'est que le château, il y a plusieurs étages. Puis, dans le fond, on les place toujours sur l'étage du bas. Puis la façon que ça va monter, c'est que quand on a trois meeples sur un même emplacement dans le même étage, ben il y en a un qui va monter, puis là, les deux autres vont se tasser à gauche et à droite. Puis là, ben si on place beaucoup de meeples en bas, ben quand on en rajoute puis qu'ils se déplacent, ben ça peut faire des cascades qui en activent d'autres, qui en font monter d'autres. Puis plus on arrive haut dans le château, plus nos meeples valent de points en fin de partie, puis plus on a des gros bonus, parce que il y a des petits bonus pour les placer en bas. Quand ils montent au deuxième étage, c'est un autre bonus plus intéressant. Puis quand ils montent en haut, ben là, ils valent vraiment beaucoup, beaucoup de points, puis ils donnent des ressources. Puis il y a de l'interaction là aussi, parce que dans le fond, quand les cases se retrouvent à avoir trop de meeples, ben on doit en bumper en dehors du château. Puis on peut prendre les nôtres ou ceux des autres joueurs. Puis la personne qui perd son pion qui est sur le château a un bonus. Ouais, une petite compensation. Puis plus ils sont hauts, plus ils vont être, plus la récompense va être bonne. Puis il y a aussi une compétition pour savoir qui va avoir le plus de meeples dans le dernier étage du château. Ça donne des points en fin de partie, puis ça permet d'avoir une carte de plus dans nos mains. Donc de cycler notre deck plus rapidement. Puis avec toutes les mécaniques que tu as ajoutées, il y en a une autre qui est assez importante, c'est la mécanique de la vertu puis la corruption. Oui, c'est vrai. J'ai même pas parlé de ça encore. Ouais, c'est un jeu qui est assez lourd. Oui, c'est un jeu costaud. Fait que c'est ça, on a la vertu puis la corruption. C'est un peu le thème central de la trilogie des Royaumes de l'Ouest. Là. Chaque jeu a cet aspect-là, puis va jouer autour de ça de façon un peu différente. Dans celui-là, c'est qu'il y a deux paquets de cartes qui sont les deeds, donc les exploits, et les dettes. Fait que donc, plus qu'on est du côté de la corruption, plus qu'on va gagner des dettes, puis vice-versa. Puis dans le fond, ces deux paquets-là sont limités selon le nombre de joueurs. Puis c'est aussi c'est le timer de la partie. Quand il y a un des deux decks qui s'épuise, on finit le round en cours, on en joue un autre, puis après ça, la partie est finie. Puis la twist, c'est que si c'est les dettes qui sont finis en premier, ben c'est les deeds qui vont valoir des points en fin de partie, et vice-versa. En fait, les cartes en tant que telles valent pas de points, c'est que la personne qui en a le plus va faire un bonus de points, puis 1, 2 et 3, là, dans le fond, là, pour beaucoup, moyen et peu de points. Fait qu'il faut pas nécessairement aller vers juste un des deux paquets.
Parce que sinon, c'est l'autre qui va valoir plus de points. Fait qu'il faut un peu essayer de faire en sorte que les paquets se finissent pas à la même. Ben, se finissent à peu près à la même vitesse. Ouais, c'est ça, parce qu'on peut aussi, si on finit les deux paquets, dans le fond, les deux types de cartes vont valoir des points en fin de partie. Fait que c'est ça, on a beaucoup de choses à gérer. Il y a un dernier type d'action que j'ai pas parlé, là, mais qui est de transcrire des manuscrits. C'est une autre mécanique de collection de sets. Donc, si on collecte des manuscrits, il y a 4 couleurs. Plus qu'on en a de la même couleur, ça nous donne un bonus qui nous booste une action. Mais Quand on a des couleurs différentes c'est aussi. ça. Ce qui vaut des points à la fin de la partie, c'est d'avoir des sets de couleurs différentes. Donc, toute une balance. Puis, c'est un jeu qui est très tactique parce que, justement, ces manuscrits-là, les cartes qui sont disponibles sur les... Dans le fond, il y a 5 manuscrits, 5 cartes disponibles à tout moment, mais quand les joueurs vont dismisser ces cartes-là ou les engager, ben, les différentes possibilités vont changer. Fait que des fois, on prévoit aller quelque part, puis là, on se fait couper l'herbe sous le pied par les autres joueurs. Ouais. Je pense que je t'ai fait ça une couple de fois. De suite. Fait que c'est ça. Il y a beaucoup de choses à gérer, beaucoup d'aspects différents. Puis je pense que le piège qu'il faut essayer d'éviter, c'est justement de faire un peu de tout, puis penser qu'on va pouvoir s'en sortir. Je pense que pour bien performer au jeu, il faut vraiment focuser sur un aspect, se lancer à fond là-dedans, puis essayer de gérer pour faire un peu des autres le mieux possible, mais de vraiment se concentrer sur un puis de bien le faire, ça va être En tout cas, à date, moi, c'est ce que je trouve qui est la meilleure stratégie. Mais j'ai pas joué beaucoup de fois non plus au jeu, là. T'as l'air sceptique. Ouais, ben, c'est drôle parce que, tu sais, là, tu disais de focuser dans une affaire, mais au final, à un moment donné, t'as des tours, tu faisais tout. Fait que c'est sûr que on achevait, là, la partie achevée. Moi, c'était ma première partie. Moi, je me suis fait ramasser, là. Je pense que Sam, t'avais 100 quelques points, puis Ah non, non, non. non? Je pense que j'avais une vingtaine de points d'avance sur toi, peut-être. OK. Mais 20 points, c'était quand même pas mal. Moi, j'avais 60 points, puis toi, t'en Ouais, avais j'ai fini dans 20. les 80. Puis Ouais. il y avait Ariane qui était entre nous deux dans les 70, là. Ouais. Mais en tout cas, j'ai senti que ma partie a pas bien été. Je pense que j'ai fait des erreurs aussi en termes de déplacement. Je pense qu'à un moment, j'ai changé de cercle à des endroits où est-ce que je pouvais pas. J'ai trouvé que ça a été beaucoup à digérer d'un coup. Le jeu est bien, mais c'est vraiment beaucoup. On dirait que c'est comme plein de mécaniques qui sont dire, ah, ça c'est cool, cette mécanique-là, ah, ça c'est cool, ça c'est cool, puis on met tout ça dans un paquet, puis on en fait un jeu. Fait que je trouvais que ça faisait beaucoup de trucs à gérer. C'est sûr que là, c'était ma première partie. Je pense qu'avec une deuxième partie, ça se déroulerait mieux, mais j'ai eu souvent l'impression que je faisais des petits tours, par là que vous faisiez des gros tours, puis j'ai pas trop suivi. Je pensais que l'aspect vertu, l'aspect corruption était comme secondaire, mais finalement, il est vraiment important. En fait, c'est que j'ai l'impression c'est que tout est important quand même. Puis ça fait que c'est dur pour un nouveau joueur. Mais rejouer, je pense que ça serait mieux. Ouais, je pense que c'est un bon point, là, que c'est un jeu qui gagne à être joué plus qu'une fois, puis en succession rapide, là. Moi, en plus, j'ai eu l'avantage que le soir où on a joué, j'avais joué le matin en solo pour essayer le mode solo, justement, pour pouvoir en parler pendant l'émission. Puis, ben, tu sais, tant qu'à y être, Tu peux embarquer là-dessus. continuer là-dessus. Donc, dans le mode solo, c'est qu'il y a un automa, donc un autre joueur qui... c'est super facile à gérer, là. On a un petit paquet de cartes qui indique les différentes actions qu'il va faire. Au début de la partie, c'est des actions plus faibles, puis là, pendant la partie, quand il fait certaines actions, il va gagner des cartes plus fortes qui vont s'ajouter dans sa rotation. Puis c'est cool parce qu'il y a 4 automas différents, dans le fond. Puis chacun d'eux va comme focuser sur une action en particulier. Comme moi, j'avais joué contre le noble, fait que lui, ce qu'il voulait faire, c'était placer des meeples dans le château. Fait qu'à la fin de la partie, il pouvait même plus faire cette action-là parce que toutes ses meeples étaient déjà sur le château. Fait que là, justement, c'est facile parce que la carte a dit, il fait telle action, s'il peut pas, tu passes à telle action à la place, puis sinon, il fait ça, puis là, comme, son tour est super facile à gérer. Ça mimique un peu qu'est-ce qu'un vrai joueur pourrait faire, parce que justement, vu que son but, c'est mettons, de placer des meeples dans le château, mais pour ça, ça prend de l'or. Fait que là, quand il gagne des ressources aléatoires, ben, il va privilégier de l'or, mais là, s'il est dépassé un certain niveau, il va aller chercher en deuxième priorité ça, puis en troisième, telle autre affaire. Donc, super facile de suivre, puis
de décider qu'est-ce qu'il veut faire. Puis en plus, le niveau de difficulté est ajustable. Fait que ça simule quand même de jouer contre un autre joueur. Là. Ça change pas trop. Tu sais, notre game à nous, elle change pas. Là. Contrairement, tu sais, toi tu disais dans Dune que... Faut vraiment que tu t'adaptes, c'est ça, parce qu'il joue pas comme un humain. Ouais, c'est Pas ça. du tout. Parce que là, dans le fond, il interagit aussi avec les cartes. Il peut aller chercher les Ouais, cartes. il va juste les dismiss, là. OK. Mais, puis dans le fond, toutes les fois qu'il pourrait gagner une carte, c'est qu'à la place, on rajoute une scheme à son deck. Puis ce paquet-là, dans le fond, il le repasse au travers Ouais, une un couple de peu fois. comme ça, tu sais, c'est le même principe, là. Il y a son petit tapis roulant, puis il y a des symboles dessus qui donnent des bonus pour certaines actions, puis là, ça circule. Ouais, ça a l'air quand même cool là, pour un mode solo comme ça. Ouais, c'est ça, puis tu sais, c'est d'avoir genre 4 automates différents, ben ça peut être un beau défi de jouer contre les cartes, de battre les cartes, puis de changer. Tu sais, je pense qu'il va falloir changer sa stratégie puis s'adapter, là, tu sais, parce que on pourra pas battre l'automa à son propre jeu, là. Parce qu'il est trop optimisé. C'est Ouais. ça, si lui il met des meeples, ben moi j'essaierai pas d'en mettre plus qu'il faut parce que c'est sûr que je Tu peux pas atteindre le niveau que lui il va avoir dans cette stratégie-là. à moins d'être vraiment bon, là, parce que je prétends pas être ça. Ouais. Mais il y a aussi le facteur chance. Il faut que tu aies accès aux bons bonhommes, aux bonnes cartes. Bonne carte, c'est ça. Puis c'est ça, le jeu a une belle variété aussi parce que dans le fond, en début de partie, on va mettre un espèce de marché avec différents héros, différentes ressources de départ. Dans le fond, les héros, c'est une carte qu'on rajoute à notre deck de départ. Parce que tout le monde a le même deck de départ de 7 ou 8 cartes, je pense. Puis on rajoute cette carte-là qui va être unique à nous, qui peut essayer de nous diriger vers une certaine stratégie en début de partie. Puis d'une fois à l'autre, ben, on n'aura pas la même, puis on n'aura pas nécessairement la même... Le même combo héros puis ressources. c'est ça. Ouais, ça j'avais trouvé ça intéressant. Ouais. Mais encore là, c'est ça, c'est la première fois que tu joues, tu sais pas trop qu'est-ce que tu fais, de savoir lequel de ces combos-là est le meilleur. C'est peut-être c'est une décision qui est lourde de conséquences sans que tu comprennes vraiment qu'est-ce qui se passe, tu sais. Fait qu'on revient à faut y jouer plus qu'une fois pour bien l'apprécier puis bien le jouer, surtout. Ouais, définitivement. Parce que sinon, tu sais, ça tourne bien aussi. Là. Ça se joue quand même rapidement dans le sens où tu sais, tes actions, c'est tac, 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 ça se joue quand même vite. Ben, je dis quand même vite. Il y a beaucoup de tours, mais chaque tour se fait quand même rapidement. Fait que ça tourne rapidement. Je place une carte, je me déplace, je fais l'action là, boum, je peux acheter une carte pour la rajouter à mon deck, au suivant, tu sais. Mais où est-ce que je vais, quelle action que je veux faire, est-ce que je peux me la payer? C'est là que les décisions se prennent le plus, là. C'est ça. Puis le point, c'est ça. Moi, mon point négatif, c'est qu'il est vraiment. Il est quand même pesant là, en termes de mécanique puis d'options. Quand j'ai regardé mon plateau la première fois, j'étais un peu pris au dépourvu parce qu'il y avait trop de symboles puis tout ça. C'est sûr que l'iconographie, tu sais, j'en étais un peu familier vu que il fait partie de la même série que Raiders, Shipwright, Architects et compagnie. Là. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, le style visuel, les icônes, les ressources, il y a une familiarité qui est là, qui fait qu'il est un peu plus facile à apprendre si on a joué aux autres avant. Ce qui est un plus. Parce qu'il y a quand même un step au Ouais. niveau de la complexité, là. Pas Vraiment. Paladin, tu sais, Paladin est quand même assez complexe lui aussi. Lui tout, il y a beaucoup de trucs qui sont interreliés entre eux, puis tu sais, pour bien faire un, faut faire Faut un faire l'autre, ouais. tout ça. Mais ouais, définitivement plus complexe que Architects ou Raiders. J'ai aimé l'aspect, justement, des effets aussi persistants. Dans le sens où les ressources qu'on a, c'est quand on joue une carte, elle a pas juste effet un tour. Elle a effet 3 tours. Ça, je trouvais ça intéressant comme mécanique parce que ça fait que tu peux planifier vraiment d'avance qu'est-ce que tu vas faire parce que en fonction de qu'est-ce que tu vas jouer, tu sais que dans 3 tours, tu vas avoir, ben dans 2 tours, tu vas avoir encore accès à cette ressource-là. Ça, je trouvais ça bien. Puis différent. J'aimais ce twist-là beaucoup. Puis c'est cool parce qu'il y a certaines actions qui te permettent justement de réarranger les cartes dans ton tableau. Fait que s'il y a un effet persistant que tu veux garder, mais tu peux ramener la carte au début de ton tapis. Puis si tu as une carte qui te donne un effet juste quand elle tombe, ben, tu peux l'envoyer direct à la fin. Puis c'est un autre point d'interaction en fait parce que quand on déplace notre vicomte, on peut aller à un emplacement où il y a déjà quelqu'un. Mais quand on fait ça, ça donne la possibilité à cette personne-là, justement, de réarranger les cartes dans son tableau.
ce qui peut être vraiment, vraiment bon. Je pense que c'est ça que j'ai compris après quelques parties, c'est que justement d'être capable de manipuler notre tableau comme ça nous permet d'avoir des combos qui peuvent s'enchaîner puis durer plus longtemps. Fait qu'avoir un effet qui, au lieu de durer 3 tours, en dure 6, ça peut vraiment être payant. Puis ça permet de tour après tour après tour d'aller voler le manuscrit que Vincent voulait transcrire ce tour-ci. Ouais, quand t'as bâti ton truc pour avoir les manuscrits, puis que là, tu vois que les bonnes couleurs sont disponibles, puis là, du coup, ils partent toutes, puis ils sont remplacés par une couleur que t'en as déjà 3. Sorry, not sorry! Fait que c'est ça. Fait que, ouais, c'était quand même un bon jeu, mais qui, je pense, le message, on l'a dit plusieurs fois, il faut rejouer à ce jeu-là. La première fois, c'est pas nécessairement le... Ouais, puis je le recommanderais pas à tout le monde. Faut être un gamer averti, là. Mais, si vous l'êtes, il y a de quoi se casser les dents, là. Ouais. Non, pas se casser les dents, mais Se casser la tête. il y a de quoi se mettre sous Se la mettre dent. sous la dent, ouais. Parce que c'est vrai que se casser les dents, c'est pas quelque chose qui est agréable d'habitude. Non, mais tu sais, en tout cas, tu sais, comprenez ce que je veux dire, là. C'est le fun. Il y a beaucoup de trucs à penser, à optimiser, puis beaucoup de profondeur à découvrir. Puis il y a plusieurs stratégies différentes qui peuvent mener à la victoire, tant qu'on l'exécute bien. Fait que c'est intéressant pour la rejouabilité, je sens que d'une fois à l'autre, on peut se concentrer sur ses manuscrits, ou sur les bâtiments, ou sur le château, construire notre deck de façon différente. J'aime bien aussi la twist que justement, c'est pas tu piges ton deck à 5 cartes à toutes les tours, puis t'es joues toutes, puis celles que t'as pas jouées, t'es défausses, puis là t'en repiges 5. Fait qu'on a, tu sais, on a un deck qui est petit, qui va pas grossir tant que ça pendant la partie, puis on n'a pas tant d'occasions que ça de discarter ou de piger les nouvelles cartes ou de l'épurer, mais il y en a un peu. Puis justement, tu sais, on peut planifier à long terme. Tu sais, là, j'ai cette carte-là dans les mains. Si je la joue dans 2 tours, comment est-ce que faut que je me place pour optimiser ça avec quelle autre carte que je veux qu'elle soit sur mon tableau en même temps, puis tout ça. Donc c'est un aspect qui est assez original, puis qui réinvente un peu plus le deck building qu'un jeu comme Dude, par exemple. Où là, on a un deck building plus classique. Mais aussi c'est qu'il y a moyen de s'énerver un peu plus, où justement, les cartes qui appartiennent à différentes factions vont avoir des synergies, vont avoir des effets qui vont cascader si on a acheté les bonnes cartes au bon moment. Ouais, je pense que ça fait que c'est plus facile justement de voir les combos, puis comment ils vont, puis quelle carte qui va bien avec laquelle, parce que justement celles qui sont dans une même faction vont plus orienter ta stratégie, tandis que avec Vicomte, ben c'est sûr que si on les mêmes symboles, tu sais, les avoir en même temps ça peut aider, mais en tout cas, tu sais, c'est... Mais tu as tout le temps moyen de te dépanner avec l'argent. Ouais, les combos sont peut-être moins évidents dans Vicomte, je trouve. Mais quand on les trouve puis qu'on les exploite, ben c'est plus satisfaisant encore. Ouais, mais c'est pas. Les combos vont pas vraiment aller dans les cartes, mais plus dans les bâtiments, tu sais, je trouve. Ça, il y a une grosse machine, tu sais, qui peut se créer parce que, tu sais, on place notre bâtiment, on a comme un bonus tout le temps. Puis ça fait comme plus les combos puis la machine. Ouais, ça en fait partie. Mais je trouve que l'aspect deck building est un peu moins important parce qu'on a les effets aussi qui durent 2-3 tours. Ben justement, d'avoir c'est encore plus important d'avoir les bonnes cartes parce que tu chances avoir cet effet-là pendant 2-3 tours. Mais les cartes se ressemblent beaucoup, c'est ça que je veux dire. Ils sont pas super différentes. Il y en a quelques-unes qui ont les effets. Les effets persistants sont vraiment fortes, là. C'est ça. Ça, ils sont une coche au-dessus. Puis t'as des effets en droppant qui sont vraiment forts aussi, justement, peut-être même plus forts parce que tu sais, ça prend du temps avant qu'ils... Qui s'enclenchent, là. Ou sinon, il y a une question de timing. Puis c'est ça, ou j'ajoute en sachant que je suis capable ce tour-ci de l'envoyer à la fin, puis tout ça, donc... C'est un pensez-y bien. Ouais, mais c'est ça. J'ai aimé ma partie, mais c'est ça. C'est lourd. C'est lourd. En tout cas, pour moi, ça, c'est pas un défaut, puis c'est pas... Il est pas lourd à un point où ce que ça devient vraiment... C'est sûr que c'est pas un jeu que tu sortiras pas parce que tout le monde est sorti le cerveau brûlé, là. Non, Dans c'est le sens où il joue quand même facilement, mais je pense que le niveau du joueur va aussi faire en sorte, va faire en sorte que c'est plus lourd ou plus casse-tête, là. ouais. Tu sais, c'est pas comme un Lacerta, là, que à chaque action, on va enclencher une cascade d'autres actions, puis que là, on a 1000 affaires à prévoir. Oui, il y a un peu là, de ça, mais c'est simplement complexe, en fait. C'est ça, c'est que le tour à jouer est pas compliqué, mais c'est toutes les mécaniques qu'il faut faire attention. En fait, c'est la stratégie globale qui va pour faire tes points qui est compliqué parce que tu as
plein d'options. C'est ça, t'as beaucoup d'options simples, mais qui sont lourdes de conséquences. Ouais, je pense que ça résume bien Vicomte. T'as-tu d'autres points que tu voulais comparer deux jeux un à côté de l'autre? Ben, je pense qu'on l'a pas mal fait en cours de route cette fois-ci. Je pense que ça fait le tour. Donc, à votre tour de parler maintenant, à vous de nous dire c'est quel jeu de placement de paquets qui vous intéresse le plus. Est-ce que c'est Viscount of the West Kingdom? Ou Dune Imperium. Vous pouvez faire ça sur notre page Instagram, sur notre page Facebook, sur notre Discord maintenant. Oui. N'hésitez pas à le rejoindre. Fait que merci de nous avoir écoutés. Merci à Chrysalis pour notre chanson thème. Et c'était donc Sam. Et Vince. Et on vous dit bye, à la prochaine. À plus. Donc, c'est une thématique avec une mécanique hybride, dans le sens où on... Ça va bien. Ça va bien. Ça va bien, ça va bien. On se réchauffe. Ouais. Ça fait longtemps. C'est ça. C'était l'année passée, la dernière fois qu'on a enregistré. Si bol, ouais. On rajeunit pas, là. Denis Villeneuve. Si bol, j'ai oublié, puis en plus, je le vénère presque. J'ai eu un blanc. Au moment, on a une carte de 5 cartes. Une main de... Une carte de 5 cartes? Une carte de 5 cartes, c'est une carteception. Wow! On a un beau bloopers. Ouais, ça c'était quand même pas pire. Donc, on a dans notre main une carte... Ah non, elle est là.